La plupart des disparitions sont résolues rapidement, mais certaines personnes s'évaporent sans laisser de traces pour réapparaître des années plus tard, bien vivantes. Où étaient-elles? Pourquoi sont-elles parties? Et que s'est-il vraiment passé pendant tout ce temps? Nous allons découvrir 5 histoires vraies de personnes qui ont disparu, sont revenues et ont laissé derrière elles plus de questions que de réponses. C'était une journée ordinaire dans les forêts de Toscane, en Italie, jusqu'à ce que 2 cueilleurs de champignons fassent une découverte inattendue. Près de Cala Violina, un coin paisible le long de la côte de la Maremme, ils tombent sur un homme vivant reclus au cœur de la forêt. Il portait une barbe épaisse, avait le visage sale et semblait avoir survécu là pendant des années. Lorsqu'on lui demanda qui il était, il répondit calmement « Je suis espagnol, je m'appelle Carlos et je vis ici depuis 20 ans. » Ce n'était pas n'importe qui. L'homme s'identifia comme Carlos Sánchez Ortiz de Salazar, un nom qui avait autrefois fait la une des journaux nationaux. En 1995, Carlos avait disparu de son domicile à Séville, en Espagne. Il avait alors 26 ans, était médecin et luttait discrètement contre de profonds troubles émotionnels. Un jour, sans prévenir, il avait tout quitté, sa famille, sa carrière, sa vie. Après des années de silence, Carlos fut déclaré légalement mort en 2010. Sa famille avait fait son deuil, accepté la perte et tenté d'avancer. Mais il n'était pas mort. Il vivait seul, hors du système, dans les forêts italiennes. Lorsque les cueilleurs de champignons l'ont rencontré, Carlos ne semblait pas vouloir renouer avec le monde extérieur. Il leur montra son ancien passeport pour confirmer son identité, mais insista sur le fait qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. « Maintenant, je dois m'enfuir », leur dit-il, avant de disparaître à nouveau. Avant son départ, les cueilleurs prirent des photos de ses papiers d'identité et contactèrent Pénélope, une association italienne qui aide les familles de personnes disparues. Grâce à cette association, l'information arriva jusqu'aux autorités espagnoles qui prévinrent ensuite la famille de Carlos. Ses parents, Amelia et son père, se précipitèrent en Toscane, espérant revoir enfin leur fils après 20 ans d'angoisse et de doute. Mais à leur arrivée, Carlos avait déjà disparu. Son campement, une bâche tendue entre 2 arbres et quelques bidons pour récupérer l'eau de pluie, avaient été démontés. Il ne restait aucune trace de lui. Ses parents commencèrent alors à fouiller la forêt eux-mêmes, désespérés, dans l'espoir d'apercevoir ne serait-ce qu'un signe de lui. La disparition de Carlos était liée à une douleur émotionnelle profonde. Il était clair qu'il ne voulait pas revenir à sa vie d'avant. La nature était devenue son refuge. Il avait vécu totalement isolé pendant 2 décennies, évitant tout contact humain. Pour lui, la forêt offrait un réconfort que le monde extérieur ne pouvait lui donner. Sa mère, Amelia, confirma que l'identité était bien réelle, c'est lui, il est vivant, et c'est tout ce qui compte. Elle comprenait cependant qu'il puisse ne pas vouloir revenir. « Nous respectons sa liberté, dit-elle, mais nous ne partirons pas tant que nous ne l'aurons pas serré dans nos bras, ne serait-ce qu'une dernière fois. » Sa sœur, Olga, partagea un message de reconnaissance. « Merci de nous avoir redonné un peu d'espoir, un peu de soulagement après toutes ces années de douleur », écrivit-elle en ligne. Des habitants de la région racontèrent avoir vu, de temps à autre, un homme discret marcher dans les bois, mais personne ne l'avait jamais approché. Il était devenu une sorte de fantôme. Quelqu'un qui vivait à côté du monde sans en faire partie. Malgré sa redécouverte, l'histoire de Carlos reste inachevée. Il est retourné dans l'ombre aussi vite qu'il en était sorti. Sa famille espère encore qu'un jour, il décidera de revenir, ou au moins de leur faire savoir qu'il va bien. L'histoire de Carlos nous rappelle que certaines personnes ne disparaissent pas pour être retrouvées. Certaines fuient une douleur qu'elles ne peuvent exprimer. Dans le silence de la forêt, Carlos a peut-être trouvé ce que rien d'autre ne pouvait lui offrir, le calme, l'espace et la paix. Personne ne sait s'il réapparaîtra un jour, mais pour l'instant, son histoire continue, dans les arbres de Toscane, dans le cœur de ses proches et dans les questions qu'il a laissées derrière lui. Nous sommes en 1991, dans un petit village de l'est de la Roumanie. Vasil Gorgos, un agriculteur de 63 ans, quitte son domicile pour ce qui devait être un court voyage d'affaires. Il avait l'habitude de se déplacer régulièrement pour vendre du bétail et revenait toujours à l'heure. Ce jour-là, il part avec un billet de train aller-retour en poche, promettant à sa famille qu'il serait bientôt de retour. Mais cette fois, il n'est jamais revenu. Les heures passent, puis les jours, et l'inquiétude grandit. Vasil était connu pour rester en contact et suivre une routine bien réglée. Ne parvenant pas à le joindre, sa famille alerte la police. Une enquête est ouverte, mais aucune trace de lui n'est retrouvée. Les jours deviennent des semaines, puis des mois, toujours sans réponse. Rien n'avait de sens. Vasil était un homme de principe et sa disparition soudaine laisse sa famille et toute la communauté sous le choc. Finalement, ses proches acceptent le pire. Sans signe de vie, ils finissent par croire qu'il est décédé. Des cérémonies en sa mémoire sont organisées et la vie reprend son cours. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produit. Le 29 août 2021, soit 30 ans plus tard, une voiture s'arrête devant la ferme des Gorgos. Un vieil homme en descend. À leur grande stupéfaction, c'est Vasil. Il semble désorienté,
comme s'il ne reconnaissait même pas sa propre maison. Il a désormais 13 ans, mais un détail est encore plus troublant. Il porte exactement les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. La famille est sidérée. L'homme disparu depuis 3 décennies se tient là, devant eux. Vasile semble perdu, aussi bien physiquement que mentalement. Il ne se souvient pas vraiment de sa vie, ni même de ses enfants. Lorsqu'on lui demande où il était, il répond d'un seul mot, à la maison. Un autre élément intrigue, la voiture qu'il a déposée est repartie si rapidement que personne n'a pu relever la plaque d'immatriculation. Et dans la poche de Vasile, un billet de train valide pour le même trajet que le jour de sa disparition. Bako, Ploiești. Des examens médicaux révèlent que Vasile est étonnamment en bonne santé pour son âge. Les médecins détectent quelques troubles neurologiques, mais les attribuent principalement au vieillissement. Sa mémoire des 30 dernières années, en revanche, est complètement effacée. Il se souvient de son année de naissance et du décès de sa femme, mais peine à reconnaître son propre fils et sa fille. Rapidement, les hypothèses se multiplient autour de ce mystère. Certains pensent que Vasile aurait quitté volontairement sa vie pour en commencer une autre, d'autres croient qu'il aurait été recueilli, voire contraint de vivre sous une fausse identité. Cela expliquerait pourquoi il portait encore les mêmes vêtements. Peut-être avait-il été retenu quelque part, puis relâché seulement lorsqu'il ne pouvait plus servir. Des professionnels de la santé mentale ont aussi proposé des explications. L'une d'elles suggère que Vasile aurait pu souffrir d'un trouble de la mémoire, l'ayant conduit à mener une vie parallèle sans en avoir conscience. Mais les experts soulignent qu'il est très rare qu'un tel trouble dure sans interruption pendant 30 ans. Une théorie plus sombre évoque l'idée que Vasile ait pu être enlevé et contraint à travailler de force, puis ramené chez lui une fois devenu trop âgé. Cela pourrait expliquer son état de confusion, ses pertes de mémoire et son retour brutal sans avertissement. Évidemment, certaines idées plus extravagantes ont aussi vu le jour, rencontres extraterrestres, expériences secrètes menées par le gouvernement, mais aucune preuve ne vient étayer ces scénarios. À ce jour, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé. Ni Vasile, ni sa famille, ni les autorités. Son fils a déclaré plus tard: « Nous ne le comprenons pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle de l'époque, on lui pose une question, il répond autre chose, peut-être que quelqu'un l'a gardé, qui sait quelle vie il a menée. Le retour de Vasile Gorgos n'a pas apporté de réponse. Il a simplement soulevé de nouvelles interrogations, sa disparition et sa réapparition demeurent l'un des mystères non résolus les plus étranges de Roumanie. Et pour sa famille, la quête de vérité ne fait sans doute que commencer. Nous sommes à l'été 1981 à Seaside, en Californie. Mary Louise Day, âgée de 13 ans, vit avec sa mère, Charlotte, et son beau-père, William Houle, un militaire en poste à la base voisine de Fort Ord. L'enfance de Mary a été instable, marquée par des séjours en famille d'accueil, une vie familiale compliquée et les multiples mariages de sa mère. Juste avant sa disparition, une dispute éclate entre Mary et William. Cette nuit-là sera la dernière fois que quelqu'un la verra vivante. Sa disparition soulève immédiatement des questions. Ses 2 jeunes sœurs, Cathy et Sherry, apprennent que Mary a fugué. Mais personne ne signale sa disparition, pas même ses parents, et pendant des années, personne ne reparle jamais d'elle. Ce n'est qu'en 1994, plus de 10 ans plus tard, que Sherry, devenue adulte, déclare enfin sa sœur disparue. Cette démarche rouvre une enquête qui ne fera que devenir plus étrange avec le temps. Lorsque les enquêteurs se penchent sur l'affaire, ils découvrent des éléments troublants. William avait des antécédents de comportement agressif envers Mary. Lors d'un interrogatoire, en 2003, il admet avoir été furieux contre elle la nuit de sa disparition, l'accusant d'avoir blessé son chien. Il reconnaît avoir perdu le contrôle et dit qu'il aurait pu lui faire du mal sans aller jusqu'à une confession directe. À un moment donné, il déclare même « Un démon en moi aurait pu tuer Mary ». Une phrase glaçante qui alimente encore plus les soupçons. Les preuves commencent à pointer vers un drame plus grave. Des chiens détecteurs de cadavres signalent la présence possible de restes humains sur 2 propriétés liées à la famille. L'une où Mary avait vécu, l'autre où la famille avait emménagé par la suite. Dans la première maison, on retrouve un ours en peluche enterré, une chaussure d'enfant et une boucle de ceinture, mais aucun corps. Les enquêteurs pensent alors que le corps de Mary aurait pu être enterré là, puis déplacé pour dissimuler la vérité. Malgré tout cela, aucune arrestation n'est effectuée. Et l'enquête s'enlise jusqu'à un rebondissement en 2003. À Phoenix, en Arizona, lors d'un banal contrôle routier, une femme est arrêtée. Elle s'identifie comme Mary Louise Day et présente un permis de conduire valide à son nom. Cette révélation choque tout le monde. La femme semble connaître quelques éléments du passé de Mary, comme le nom de sa mère, mais ne se souvient pas d'événements clés, notamment de la fameuse dispute avec le chien. Les tests ADN confirment qu'elle est la fille biologique de Charlotte. Pourtant, la police reste sceptique. Cette femme parle avec un fort accent du sud des États-Unis, alors que Mary a toujours vécu en Californie. Selon des experts, il est peu probable qu'un tel accent apparaisse sans avoir vécu des années dans le sud. Son récit ne correspond pas aux informations connues de la famille et des enquêteurs. Cette femme, surnommée Phoenix Mary, suscite de sérieux doutes.
Un autre détail trouble les autorités. Son permis de conduire avait été délivré seulement 3 semaines avant le contrôle. Les enquêteurs se demandent alors si quelqu'un n'aurait pas trouvé une femme pour se faire passer pour Mary afin de détourner l'enquête. Certains vont plus loin. Et si Phoenix Mary était une fille cachée de Charlotte, utilisée pour semer la confusion, un espoir renaît grâce à la reconnaissance faciale. Une photo prise environ 1 an après la disparition de Mary montre une adolescente lui ressemblant fortement. Le logiciel identifie une correspondance à 99%. Pour Sherry, cela suffit. Elle est convaincue que cette femme est bien sa sœur Mary. Elle avait toujours espéré que Mary avait survécu et cette photo lui donne une raison d'y croire. Sherry finit par se rendre en Arizona pour rencontrer la femme en personne peu avant son décès en 2017. Elle décrit la rencontre comme émotionnelle et dit en être sortie avec un sentiment d'apaisement après tant d'années de doute. Mais les enquêteurs, eux, restent incertains. Les incohérences dans l'histoire, l'accent et les trous de mémoire continuent de semer le doute. En 2017, l'affaire est officiellement classée. La police de Seaside déclare que la femme retrouvée à Phoenix est bien Mary Louise Day. Mais pour Sherry et ceux qui ont suivi l'affaire de près, les doutes persistent. L'ont-ils réellement retrouvée? Ou ont-ils été trompés par une mise en scène soigneusement orchestrée? Le mystère de Mary Louise Day, surnommée par certains la fille qui est morte 2 fois, reste l'un des cas de disparition les plus déroutants de ces dernières années. Et même si l'enquête est close, les questions entourant sa disparition et sa réapparition continuent de hanter ceux qui l'ont connue et aimée. Nous sommes le 8 février 2002, à Lititz en Pennsylvanie. Brenda Heist, mère de 2 enfants âgés de 42 ans, vient de déposer ses enfants à l'école. Morgan, 8 ans, Ellie, 12 ans. Une matinée comme une autre, en apparence. Mais peu de temps après, tout bascule. Brenda traverse une période difficile. Son mariage est en train de s'effondrer, l'argent manque et elle vient tout juste de se voir refuser une aide au logement. Désespérée, elle s'assoit seule sur un banc dans un parc en larmes. Alors qu'elle pleure, un groupe de sans-abri la remarque. Il s'approche, lui demande si elle va bien et l'écoute raconter sa situation. Puis, mais contre toute attente, ils lui font une proposition, partir avec eux en Floride. Sur un coup de tête, Brenda accepte. Elle abandonne sa vie, ses enfants, sa maison et ne se retourne pas. Pendant 11 ans, Brenda vit dans le secret, elle change de nom, d'abord Kelsey Leanne Smith, puis d'autres identités au fil des années. Son ancienne vie disparaît. En Floride, elle passe les 2 premières années à dormir sous des ponts, vivant de restes récupérés dans les restaurants. Une vie rude, mais peu à peu, les choses évoluent. Elle rencontre un homme avec qui elle vit plusieurs années dans une caravane. Ensemble, ils effectuent des petits boulots, nettoyage de bateaux, travail journalier. Quand la relation se termine, Brenda se retrouve à nouveau à la rue, mais réussit progressivement à retrouver un peu de stabilité. Elle commence à travailler comme femme de ménage, se fait de nouveaux amis, dont une femme nommée Sandra Forrester, chez qui elle finit par s'installer. À cette époque, Brenda se fait appeler Lovie Smith. Elle raconte à tout le monde qu'elle est veuve et sans enfant. En réalité, ses enfants vivent toujours en Pennsylvanie, grandissant sans réponse ni explication. Forrester dira plus tard qu'elle n'a jamais su qui était réellement Brenda. Celle-ci avait inventé une histoire selon laquelle son mari, Lee, travaillait pour Marriott et était décédé après avoir beaucoup voyagé. Pourtant, certains détails ne collaient pas. Un des fils de Forrester, à peu près du même âge que celui de Brenda, mentionne un jour le nom Heist. Lorsqu'on l'interroge, il avoue que Brenda lui avait dit que c'était son vrai nom de famille. Pendant ce temps, en Pennsylvanie, la famille de Brenda passe plus d'une décennie à se poser des questions. Ses enfants grandissent en croyant que quelque chose de terrible est arrivé. Son mari, Lee Senior, est même considéré comme suspect pendant un moment avant d'être finalement blanchi. En 2010, à bout d'espoir et de pistes, il fait déclarer Brenda morte légalement pour pouvoir tourner la page. Puis, en 2013, tout bascule. Brenda, désormais âgée de 53 ans, entre dans un commissariat en Floride et révèle sa véritable identité. Elle venait d'être arrêtée pour une violation de probation et son alias avait déclenché une enquête plus approfondie. C'est alors que les autorités découvrent la vérité. Brenda Heist, disparue depuis 11 ans, est toujours en vie. Elle explique aux policiers qu'elle était partie parce qu'elle avait atteint un point de rupture émotionnelle. Accablée par les difficultés, elle a pris une décision qu'elle ne pouvait plus annuler. Elle dit avoir pensé à sa famille chaque jour, sans jamais oser reprendre contact. Son retour choque tout le monde. Morgan, désormais adulte, exprime sa colère en ligne. Elle a passé des années à pleurer sa mère, sans savoir que celle-ci était partie volontairement. Elle dit espérer pouvoir pardonner un jour, mais seulement pour sa propre paix intérieure. Son père, Lee Senior, est lui aussi bouleversé. Après des années de soupçons, de douleurs et d'incertitudes, il déclare ne pas vouloir revoir Brenda, préférant avancer. Même la propre mère de Brenda est secouée. La vérité est enfin révélée, mais les blessures sont profondes. Brenda exprime des regrets, affirmant qu'elle n'avait jamais imaginé aller aussi loin, ni mesuré à quel point son absence ferait souffrir ceux qu'elle avait laissés derrière.
Brenda fait désormais face à des accusations liées à des faux documents, usurpation d'identité et possession de drogue. Elle doit également affronter le poids émotionnel de ce retour dans une vie qu'elle a abandonnée. Ses enfants, eux, doivent reconstruire leur présent avec un passé qu'ils n'avaient pas vu venir. L'avenir de Brenda reste incertain, mais pour sa famille, les cicatrices sont déjà bien présentes. Nous sommes à l'automne 1965 à Columbus, dans le Nebraska. Jacqueline, Jackie, Rains Crackman, 18 ans, et Melvin Uphoff, 31 ans, disparaissent sans prévenir. Jackie est une jeune mère de 2 enfants, Melvin, père de 4 enfants. Leur disparition choque la petite ville et laisse leur famille dans l'incompréhension totale. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est l'absence de preuves concrètes et les circonstances étranges qui entourent leur départ. À cette époque, Jackie et Melvin étaient chacun mariés à une autre personne. Jackie vivait dans la banlieue de Columbus avec son mari et ses enfants. Melvin était gérant d'une coopérative locale et avait également sa propre famille. Bien qu'ils soient engagés dans d'autres relations, les deux avaient discrètement entamé une liaison. Leur relation n'était pas largement connue, jusqu'à peu de temps avant leur disparition. Jackie est la première à disparaître. Le 24 septembre 1965, elle s'évapore littéralement de Columbus. Sa famille est immédiatement inquiète. Elle a laissé ses 2 jeunes enfants derrière elle, ce qui n'a aucun sens pour ceux qui la connaissent. Son frère Jim déclare plus tard qu'elle parte sans revenir, ce n'est pas ma sœur. La famille ne comprend pas ce qui a bien pu se passer. D'autant qu'aucun indice ne permet de savoir où elle est partie ni pourquoi elle aurait fui si soudainement. Un mois plus tard, le 24 octobre, Melvin disparaît à son tour. Sa femme remarque depuis plusieurs jours qu'il se comporte de manière étrange, surtout après une visite de Jackie à leur domicile au cours de laquelle elle avoue leur liaison. Après cet aveu, le comportement de Melvin change radicalement. Puis un jour, il disparaît, avec sa voiture, ses affaires personnelles et même sa collection de pièces de monnaie. À l'époque, beaucoup pensent que Jackie et Melvin ont fui ensemble. Jackie avait déjà dit à sa famille qu'elle partirait quand son bateau arriverait, ce qui laisse croire à certains qu'elle avait prémédité son départ. Mais leurs proches en doutent fortement, ni l'un ni l'autre ne semblaient être du genre à abandonner leurs enfants sans se retourner. D'autres craignent qu'un événement plus grave ait eu lieu, mais aucune preuve ne vient confirmer cette hypothèse. Pendant des décennies, l'affaire reste non résolue. Les enquêteurs suivent toutes les pistes possibles, mais rien de concluant ne ressort. Jackie et Melvin restent portés disparus et leurs familles vivent sans réponse. Puis, en 2009, soit 44 ans plus tard, tout bascule. La police reçoit un appel anonyme. Cette information les mène à une découverte inattendue. Jackie et Melvin sont vivants. Pendant tout ce temps, ils vivaient sous de nouvelles identités dans une autre ville, loin du Nebraska. Les enquêteurs confirment leur identité après les avoir eus au téléphone. Mais le couple refuse de s'exprimer davantage. Ils demandent simplement qu'on respecte leur vie privée. La nouvelle est un choc. Michelle, la fille de Melvin, déclare ne pas comprendre comment un parent peut abandonner ses enfants. « Je suis mère et je ne peux pas imaginer quitter mes garçons et ne plus jamais les revoir. » Ce sentiment de confusion est partagé par les 2 familles. Le plus dur n'est pas seulement qu'ils soient partis, mais l'absence totale d'explication. Pourquoi auraient-ils tout quitté? Qu'est-ce qui a pu les pousser à tout abandonner? Personne n'a jamais eu de réponse claire. Le couple garde ses motivations pour lui et la police ne dévoile aucun détail supplémentaire. Quand l'histoire éclate en 2009, il n'y a ni colère ni scandale, seulement un mélange de surprise, de soulagement et de douleur. Pendant plus de 40 ans, leurs proches ont cru à une tragédie. Et maintenant, ils doivent accepter que Jackie et Melvin aient simplement choisi de repartir à zéro. Au final, cette histoire ne parle ni de crime, ni de drame sanglant. C'est celle de 2 personnes qui ont décidé de tout laisser derrière eux. Une décision qui a bouleversé à jamais la vie de ceux qu'ils ont laissés. Et même si leurs raisons resteront peut-être à jamais un mystère, les conséquences, elles, sont bien réelles. Et leurs familles les ressentent encore aujourd'hui.